Le Lumix GH7 vient d'être annoncé, alors faut-il mettre le GH5 à la poubelle? Quid du GH6? En tout cas, une chose est sûre, quand je lis une fiche technique comme celle du GH7, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un Doliprane. Donc je vais en prendre un tout de suite et on va pouvoir commencer. L'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à choisir votre boîtier Lumix en gamme GH, donc micro 4 tiers, en 2024-2025. J'ai mis 2025 aussi parce que vu qu'on est en juin et que le GH7 vient de sortir, tout ce que je vais dire sera aussi valable l'année prochaine. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux vidéastes indépendants, c'est-à-dire qui font tout seuls, que ce soit pour des vidéos amateurs ou des vidéos pro. Je m'adresse aux hommes orchestres qui travaillent tout seuls et non pas en équipe dans des grosses productions qui vont travailler l'image d'une manière très poussée. C'est pour ça qu'on mettra de côté tout ce qui est log, RAW, ProRes, etc. Ici, je m'adresse exclusivement aux dissidents du log. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le log, je vous recommande d'aller la voir. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, j'ai pris en fait 3 modèles. Le GH5 avec les déclinaisons GH5 II et GH5S. Pourquoi je les ai mis ensemble? Parce qu'il y a des petites différences, mais on va dire qu'ils restent minimes. On reste dans la gamme GH5. Ensuite le GH6 et ensuite le GH7 qui vient justement de sortir. L'idée c'est de savoir, ok, aujourd'hui si je veux prendre un nouveau boîtier ou si je veux évoluer, vers lequel je vais me tourner. J'ai mis les prix en dessous des boîtiers nus, donc le GH5 actuellement il est à moins de 1000 €. Soit il y a encore certains magasins qui le vendent neuf, mais sinon ça va être surtout de l'occasion. Le GH6 il est à 1800 € boîtier nu en neuf et le GH7 sort à 2200 €. Donc déjà pour repréciser en ce qui concerne le GH5, déjà, je redis, d'ailleurs je l'ai dit plein de fois dans des vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir, je parle beaucoup du GH5, donc pour avoir plus d'infos concrètes sur de quoi est capable le GH5, allez voir les autres vidéos, mais c'est vraiment, ça reste aujourd'hui le boîtier parfait pour commencer la vidéo. Il a vraiment toutes les fonctionnalités, il fait de la 4K, il est stabilisé, enfin ça reste aujourd'hui, même en 2024-2025, le boîtier parfait pour commencer la vidéo. Ensuite, ça a été mon boîtier perso et pro pendant 5 ans, de 2017 à 2022, donc ça montre que justement il est vraiment à la hauteur et jusqu'à récemment je faisais encore mes vidéos pour mes clients avec. Donc si vous commencez à faire des vidéos juste pour vous ou alors des vidéos pour vendre à des clients, vous pouvez vraiment vous faire la main avec le GH5, donc il est toujours d'actualité. La seule chose qui va être un petit peu un frein sur le GH5, c'est que l'autofocus va être limité. Ils étaient sur une ancienne technologie basée sur le contraste et en fait, voilà, c'est un autofocus qui n'est pas fiable en vidéo en continu. En photo, ça va, mais en vidéo, concrètement, on ne peut pas faire une interview ou un face cam en autofocus pour un client. Voilà, c'est pas fiable. Donc, il va vraiment falloir faire ça en manuel. Moi, je trouve que c'est très bien justement pour apprendre le focus manuel parce que même avec un autofocus performant, il faut quand même savoir faire du focus manuel dans certaines situations. L'autofocus, c'est pas la solution miracle. Et surtout, le fait de faire du manuel, ça permet de comprendre vraiment le fonctionnement de la mise au point, de la distance, de la profondeur de champ, etc. Donc pour moi, ça n'est pas un blocage. Si aujourd'hui vous commencez la vidéo, ça n'est pas un blocage de dire ok, l'autofocus n'est pas à la hauteur. Si vous avez un budget de moins de 1000 €, vous aurez le GH5 même avec un objectif, franchement ça se trouve à moins de 1000 € et franchement pour se faire la main c'est top. Du coup maintenant parlons du GH6. Concrètement, je ne vais pas tout redire, évidemment il garde tous les avantages du GH5. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Déjà il faut savoir que moi je l'ai acheté le GH6 et j'ai fini par le revendre parce qu'il ne m'apportait rien de dingue. En général quand on achète un nouveau matériel, quel que soit le domaine, faut vraiment qu'on sente la différence. Et en fait là j'en étais au point de me dire bon, est-ce que je prends le GH5 ou le GH6 pour ce tournage? En fait j'avais pas vraiment de raison de prendre le GH6. Donc j'ai fini par le revendre parce que pour moi c'était pas une nouveauté suffisante. Donc concrètement, encore une fois là je parle de mon usage. Il y a plein de personnes qui ont adoré le GH6 pour plein de trucs. Là je parle de mon usage de vidéaste indépendant qui fait tout seul et qui ne travaille pas en log. Du coup les nouveautés du GH6 par rapport au GH5. On avait la 4K 120 images par seconde. On était sur du 60 images par seconde sur le GH5. Donc certes ça apporte plus de choses, mais je trouvais que le 60 images par seconde c'était déjà pas mal, donc c'est pas un game changer comme on pourrait dire. Full HD, on peut enregistrer aussi à 300 images par seconde contre 180 sur le GH5. Voilà, c'est des trucs en plus, mais on est déjà sur des trucs très avancés sur le GH5 en termes de fréquence d'image. En termes de codec, on peut enregistrer en ProRes sur le GH6. Ça fait partie des choses qui moi ne m'intéressaient pas et qui ne m'intéressent toujours pas d'ailleurs, parce que le ProRes ça fait des fichiers qui sont très lourds. Donc qui nécessite d'avoir du stockage plus cher du coup, plus gros et qui va plus rapidement se remplir même sur l'ordinateur. En gros c'est un workflow qui demande beaucoup plus de place et moi j'en vois pas l'utilité en termes de rendu d'image. Je suis largement content du rendu du Move ou du MP4. Stockage, qu'est-ce qu'on a en plus? Sur le GH5 on a 2 slots SD alors que sur le GH6 on a un slot SD et un slot CF Express.
Et en plus, on peut enregistrer en SSD en branchant le SSD sur USB-C. Alors ça peut être un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si on a par exemple que des cartes SD, et ben on n'a qu'un seul slot. Donc on ne peut pas mettre les 2 cartes SD dans notre GH5 par exemple, ou ce qui nous permet de doubler la capacité d'enregistrement ou de faire un backup sur 2 cartes en même temps. Bah, du coup là ça veut dire que soit on est en SD, soit on est en CF Express avec un seul slot. Donc du coup ça veut dire qu'on doit avoir une carte qui est plus importante. Par contre, à l'inverse, la CF Express, ça permet d'avoir des débits beaucoup plus importants. C'est avec une carte CF Express qu'on peut enregistrer en ProRes. On ne peut pas faire du ProRes sur de la carte SD, c'est pour ça qu'ils ont rajouté le slot CF Express. Et en plus, on peut effectivement enregistrer en SSD, ça c'est intéressant, parce que justement, on peut avoir un SSD par exemple d'1 Tera, 2 Tera, voire plus facilement, et ne plus se prendre la tête avec des cartes SD qui sont plus limitées en termes de place, sachant que le SSD se branche en USB-C, et le GH6, la prise USB-C permet aussi de se brancher sur l'alimentation en temps réel. Donc par exemple, si on fait une interview, on peut se brancher sur le secteur, je commence à zozoter, et du coup ne pas avoir à gérer les batteries. Donc ça nous décharge d'un poids mental, mais donc ça veut dire que concrètement, la prise USB-C du GH6, soit elle nous sert à se brancher sur l'alimentation, soit elle nous sert à enregistrer sur le SSD. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Je précise, je ne l'ai pas écrit d'ailleurs, que dans la nouveauté, on peut s'alimenter en USB-C, ce qui n'était pas le cas sur le GH5. Ensuite, en termes de photos, qu'est-ce qu'on a en plus? On a un mode haute résolution à 100 mégapixels. Donc concrètement, ce qu'il va faire le GH6, c'est qu'on va appuyer sur le déclencheur, il va prendre plusieurs photos et il va les combiner pour générer une photo à 100 mégapixels sur laquelle on peut zoomer à fond. Donc ça peut être intéressant si vous êtes photographe. Voilà, pour moi, c'est un mode qui est très spécifique à un usage en particulier. Et on a une plage dynamique boostée, donc ça c'est un truc en plus du GH5 qui va permettre d'avoir tout simplement plus de détails dans les hautes et dans les basses lumières. Tous ces boîtiers-là sont en micro 4 tiers, on sait qu'on a moins de plage dynamique qu'en plein format, donc du coup ils ont ajouté cette plage dynamique boostée, mais pour moi c'était pas non plus le truc qui allait tout changer. Donc voilà pour les nouveautés du GH6 et surtout pourquoi j'ai revendu mon GH6, parce que je suis passé en Lumix S5 II en plein format. Parce que ça apportait vraiment un changement radical pour le coup par rapport au GH5 parce que le capteur plein format apporte une grande plage dynamique. D'ailleurs là je suis avec mon S5 II et vous voyez que derrière ici là j'ai un beau flou d'arrière-plan et en plus j'ai une meilleure plage dynamique que si j'étais avec un GH5 ou même un GH6 ou GH7. Donc c'est pour ça que pour moi le GH6 n'était pas suffisamment à la hauteur par rapport au S5 II. Donc voilà pour le GH6 et maintenant on va passer donc au GH7 qui est le tout nouveau venu, le petit bébé qui vient de sortir. Concrètement, le GH7 en gros il reprend tout ce qu'on a du GH6 donc on va pas tout répéter, mais les nouveautés par rapport au GH6 du coup sont les suivantes. Déjà la grosse nouveauté c'est l'autofocus à détection de phase. Ça, c'était déjà une nouveauté qu'il y avait dans la gamme plein format sur le S5 II. D'ailleurs, vous voyez ici sur ma caméra, voilà, si je m'approche, si je me recule, on voit que l'autofocus suit bien et du coup maintenant je tourne mes vidéos face cam en autofocus. Il est devenu fiable. Donc c'est le cas aussi sur maintenant la gamme GH avec le GH7. Donc voilà, il est fiable, il est 10 fois mieux que le GH5 et que le GH6, ça il n'y a pas de débat. Bon, en plus, il peut détecter les voitures, les motos, les trains, les avions, bientôt les sous-marins. Donc ça c'est vraiment la grosse nouveauté, on va dire, l'autofocus, qui ferait qu'on passerait au GH7. En termes d'audio, on a une nouveauté qui est qu'on peut enregistrer en 32 bits virgule flottante. Alors ça, c'est un peu l'équivalent en fait du RAW pour l'audio. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de plage dynamique en termes d'audio et on va quasiment s'éviter de saturer et on va quasiment s'éviter d'avoir trop de bruit de fond si le volume est trop bas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ça fonctionne uniquement avec le nouvel adaptateur XLR. D'accord? C'est-à-dire qu'on va devoir mettre par-dessus le GH7 un adaptateur Lumix qui coûte 549 €, plus mettre un micro qu'on va brancher à cet adaptateur en XLR. Donc ça veut dire que globalement, il faut rajouter entre 800 et 1000 € si on veut avoir un bon setup de son. Ça me paraît cher pour avoir cette fonctionnalité-là. Par contre, ça peut être intéressant pour les pros qui vont faire du reportage, etc. bien évidemment. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous n'êtes pas forcément dans cette situation-là. Donc pour moi, l'argument audio n'est pas vraiment un argument. En tout cas, c'est un argument marketing, mais c'est pas forcément ça que vous devez prendre en compte. Ensuite, en termes de codec d'enregistrement, ça c'est un argument aussi marketing, vous pouvez enregistrer en ProRes RAW en interne illimité. Alors déjà que moi je vous dis que je suis un dissident du log, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de tourner en log parce que je trouve que le workflow est trop complexe,
Bah, le RAW, c'est encore pire. C'est-à-dire que quand on filme en RAW, on va devoir faire une post-prod de maboule. Et donc, bah voilà, pour moi, c'est le log x10, quoi. Donc du coup, moi, ça ne m'intéresse absolument pas de filmer en RAW avec ce type de boîtier. Mais encore une fois, c'est un usage personnel, donc je passe rapidement dessus. On peut filmer en open gate. Alors, en fait, concrètement, sur ces boîtiers-là, on est sur un capteur micro 4 tiers, donc c'est un format 4 tiers. Or, si on fait des vidéos en 16/9, bah du coup, on n'utilise qu'une petite portion du capteur en délaissant une zone en haut et en délaissant une zone en bas. Donc si on filme en 16/9, du coup on filme pas avec tout le capteur. Et donc le fait de filmer en open gate permet de filmer en 4 tiers, donc avec tous les pixels du capteur. Ce qui fait que quand on va exporter notre vidéo en 16/9, et bah du coup on va exclure des capteurs en haut et exclure des pixels en bas. Et si on veut par exemple exporter notre vidéo en format vertical sur Instagram, et bah on va pouvoir prendre toute la hauteur du capteur. Donc c'est-à-dire que ça va pas cropper autant. On va pas partir d'un 16/9 pour repartir sur du vertical. On va repartir d'un 4 tiers pour prendre du vertical. Ça reste pour moi un bonus, mais c'est pas ça qui doit faire encore une fois votre choix de décision. En termes d'application, alors il y a une nouvelle application qui est sortie qui s'appelle Lumix Lab, qui est sortie pour le Lumix S9, qui est le dernier en plein format. Ils l'ont mis avec le GH7. Alors moi, effectivement, je trouve que les applications Lumix n'étaient vraiment pas bonnes, que ce soit Lumix 5 ou Lumix Camera App. Il y a une mise à jour qui est faite de ce côté-là et c'est vraiment cool. Donc voilà, si vous avez le GH7, vous serez content de l'avoir. Pour les pros, vous avez possibilité aussi de faire des proxys, donc par exemple d'enregistrer à la fois sur votre carte SD et en même temps sur le SSD dans deux formats différents, donc comme si vous faisiez des proxys dans votre logiciel de montage. En gros, si vous comprenez ce que c'est les proxys, ça vous intéressera. Si vous ne comprenez pas ce que c'est les proxys, ne vous prenez pas la tête avec ça. Frame.io, c'est pareil, c'est un logiciel où on peut mettre en ligne rapidement les rushs pour les partager. C'est des trucs qui sont bien pour les pros, mais faut pas trop s'attarder là-dessus à mon goût. Et enfin, j'ai mis tout ce qui est log, lut, balek, parce que je suis dissident du log, et donc même s'il y a des mises à jour par rapport à ça, je vais pas m'attarder dessus. À la fin, j'ai mis One More Thing. C'est quoi le One More Thing? C'est le G9 II. Le G9 II, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un appareil qui n'est pas dans la gamme GH, qui est plus dans la gamme des G, qui est plus photo, mais en fait, maintenant, Lumix, ils ont développé leur boîtier photo en vidéo. Et en fait, le G9 II, grosso modo, il a le même autofocus que le GH7, donc qui est le dernier autofocus ultra fiable. Il n'a pas les autres nouveautés citées au-dessus, c'est-à-dire tout ce que j'ai dit ici. En termes d'ergonomie, c'est la même ergonomie que le full frame. Donc il y a des petites différences dans les boutons, je crois qu'il est un peu plus petit, etc. Mais bon, grosso modo, si c'est votre premier boîtier, vous verrez pas de différence, quoi. Alors du coup, que penser de ce G9 II? Pour moi, c'est une bonne option à 1800 €, parce qu'effectivement, il coûte 1800 €, donc 400 € de moins que le GH7. Boîtier nu avec le même autofocus que le GH7. Si aujourd'hui vous êtes en train de vous dire je vais prendre un nouveau boîtier qui a un autofocus performant, si vous n'avez pas besoin de tout ça, vous pouvez prendre le G9 II. Surtout qu'il est très bon en photo également, donc il est super polyvalent. En conclusion, quoi choisir? Première situation, si vous êtes débutant, c'est-à-dire que vous êtes un vidéaste qui commence la vidéo ou même la photo, vous voulez vraiment vous faire la main, vous avez un petit budget, l'objectif c'est vraiment de pratiquer avec une super caméra, et du coup, go GH5 d'occasion. Donc GH5, GH5 II, pas forcément le GH5S parce qu'il y a des différences en termes de stabilisation, mais plutôt GH5 ou GH5 II. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram l'autre jour en me disant j'ai trouvé un GH5 avec un objectif à 700 balles sur le bon coin, allez-y à fond, il n'y a pas de doute là-dessus, vous aurez une super caméra. Deuxième situation, vous êtes plutôt profil intermédiaire. Donc c'est-à-dire que vous avez déjà fait tourner et monter plus de 10 vidéos, je dirais, c'est à peu près, c'est ça que j'appelle intermédiaire. Ou alors vous êtes débutant mais vous avez un budget plus élevé. Dans ce cas-là, pour moi, il faut foncer sur le GH7 ou sur le G9 II. Le GH6 est vraiment à bannir, c'est un peu le dindon de la farce, comme on pourrait dire. Clairement, vu qu'il n'a pas l'autofocus, il sert plus à grand chose aujourd'hui, donc ça sert à rien de passer du GH5 au GH6 par exemple. Et quitte à commencer avec un nouveau boîtier, autant prendre le GH7 ou le G9 II, parce que le G9 II coûte comme le GH6, donc du coup, allons-y gaiement. Et les objectifs maintenant, que dire des objectifs? En fait, c'est les mêmes objectifs pour tous ces boîtiers, parce qu'on est sur la monture micro 4 tiers, donc c'est possible d'évoluer sans racheter d'objectifs. Donc du coup, ça ne doit pas rentrer forcément en compte dans votre décision. Après, si vous avez des kits pour acheter par exemple le GH5 ou le GH7 avec un objectif, profitez-en parce qu'en général, les objectifs reviennent moins cher en kit. Sinon, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'explique quel objectif choisir en micro 4 tiers. Ça s'appliquera à tous ces boîtiers. Donc voilà un petit peu pour mon avis suite à la sortie du GH7. Maintenant, sachez que si vous avez envie d'apprendre à vous servir de votre boîtier vraiment d'une manière poussée
sans perdre le temps avec la notice qui fait 400 pages et qui est ultra technique. Si vous n'avez pas envie de finir comme moi à vous prendre des Doliprane, sachez que je vous propose une formation, enfin j'en ai même deux en fait. J'ai une formation qui s'appelle Expert du GH5 pour apprendre à vraiment maîtriser son boîtier, son GH5 de A à Z. Cette formation-là, elle s'applique au GH5, GH5S et GH5-2. Et j'ai également une formation Expert du S5-2. Cette formation-là s'applique non seulement au S5-2 qui est en plein format, mais aussi au G9-2 parce qu'en fait c'est exactement la même ergonomie de boîtier. Et si vous avez le GH7, ça sera aussi la formation expert du S5-2 parce que du coup on est plus en termes d'années de sortie par rapport aux formations. Et sachez que je fais régulièrement des mises à jour pour vraiment coller aux nouvelles sorties de boîtier. Je vous mets le lien de tout ça en description. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé et on se dit à très vite sur la chaîne.